Bon. 2003, le au mieux, je vais monter à Un 2004. café. Ouais. Je vois bien peut-être 2005, et encore. Ouais. Mais Comme ça, pas c'est un, c'est même dur. pas Mais un. du coup, Tu c'est vois, quoi c'est moi qui ai l'inconvénient? Parce que là, Bonjour à forcément, tous. sinon j'aurais dit oui tout de suite. Bah, moi, Je- oui, en plus, Je connais crois tout qu'il y a le monde, beaucoup de c'est- micros ouverts. Je vais me Ah, permettre Jean-Luc Bois qui de est couper les réélu, micros. Alors, je me Tiens. posais la question, et je vois, c'est que pour l'instant, il se questionne. Moi, je suis persuadé qu'il allait sortir du test. Pour l'instant, lui n'est pas certain. Il est déjà à son deuxième mandat, c'est compliqué. Hein. Oh, puis la responsabilité derrière. Ouais. avec la scène. Donc, du coup, mais si je vais l'avoir dans moins de 2 ans, et ça m'énerve, c'est une publicité. Et que dans moins de 2 ans, il se représente pas. Bonjour à tous. On va attendre encore 1 minute ou 2 que les participants nous rejoignent. Ok. Bonjour à tous, on est une petite trentaine. Je vous propose de démarrer tranquillement. Je vous rappelle au préalable que la séquence est enregistrée. Ça vous permettra de pouvoir aussi la consulter par la suite. On la mettra en ligne sur notre site. Alors, je me présente, je suis Céline Lins, je suis expert sobriété foncière et aménagement durable à la Banque des Territoires. Et j'ai la mission aujourd'hui de présenter pour Rural Consult une séquence sur l'action de la Banque des Territoires en faveur de la sobriété foncière. Donc, un lien assez prégnant avec le ZAN. Je vais vous diffuser un support à l'appui de la séquence d'aujourd'hui. Il vous sera transmis par la suite. N'ayez pas d'inquiétude. Et ce que je vous propose pour ce webinaire, c'est d'organiser en fait notre échange. J'aimerais, si possible, qu'on puisse organiser la séquence sous format d'échange en trois séquences. Je vais vous présenter en 10-15 minutes le contexte de la loi ZAN, le cadre réglementaire et les applications. 10-15 minutes maximum. Ce que je vous propose, c'est qu'ensuite on puisse éventuellement échanger, que vous me fassiez part de vos questions. Alors, vous pouvez le faire dans le fil de discussion. Je suis seule sur cette séquence, donc plus difficile de toutes les regarder. N'hésitez pas à lever la main. Je vous laisserai un temps pour vous puissiez poser vos questions directement et qu'on échange. Le second temps, pareil, 10-15 minutes de présentation pour vous faire un état de ce qu'on a constaté, nous, sur le terrain. Des enjeux et des besoins qui émergent du fait de la mise en œuvre des trajectoires ZAN et de la loi ZAN. De nouveau, un petit temps d'échange et enfin une dernière séquence où je vous présenterai la manière dont on a fait évoluer notre offre. On se lance dans une mise en marché d'une offre complète pour traiter du sujet de la sobriété foncière, en principe dans les prochaines semaines, fin février, début mars. Et je vous présenterai un peu en avant-première les produits. Il y a quelques nouveaux produits, plus les produits classiques de la Banque des Territoires qui permettent de vous accompagner sur ces sujets-là. Je vous propose qu'on démarre sur la première séquence, si mon ordinateur veut bien fonctionner. Voilà. Donc, sur le contexte de la loi ZAN. En fait, ça fait plusieurs années que le législateur poussait en fait l'ensemble des acteurs de l'aménagement à s'engager dans une démarche de réduction du rythme d'artificialisation de nos sols. Et pourquoi? Parce qu'en réalité, le rythme d'artificialisation que nous portons actuellement en France renforce nos difficultés d'adaptation aux effets du changement climatique et a un impact assez significatif sur la biodiversité. En fait, les sols abrite plus du quart de la biodiversité de la planète. Quand on est aménageur, on pense souvent, en tout cas aménageur, constructeur, promoteur, l'ensemble des acteurs de la chaîne, pense le sol comme un sol et réceptacle d'opérations immobilières, mais il y a de la vie, évidemment, sous ces sols, et une vie essentielle à la nôtre et à notre qualité de vie.
Il y a 65 des espèces d'insectes en France qui sont menacées, dont la plus grande partie se situe dans nos sols. Et l'impact de l'artificialisation est colossal puisque, très artificialisé, un sol est un sol mort en réalité. L'artificialisation des terres, ça détruit aussi nos capacités d'infiltration, des eaux. Donc, je vous passe, les difficultés, liées aux inondations que nous constatons maintenant, chaque année et de manière de plus en plus fréquente. Les capacités aussi de filtration de l'eau, ça a un impact sur le cycle, tant le petit cycle que le grand cycle de l'eau et nos capacités à gérer la ressource en eau potable. Et à l'échelle mondiale, il faut se dire que le 1er mètre de sol, il renferme entre 2 à 3 fois plus de carbone que l'atmosphère et 3 à 7 fois plus que la végétation. Donc c'est un puits de carbone assez important et dans notre trajectoire, de décarbonation, nos objectifs notamment à 2050 et suivants, heu, il nous faut impérativement réduire l'artificialisation de nos sols pour garantir l'atteinte de nos objectifs. Et c'est dans ce contexte-là que le législateur français en 2021, a souhaité, encadrer de manière plus prégnante, c'était déjà le cas dans des lois précédentes, SRU et cetera, encadrer de manière plus prégnante, en tout cas donner une trajectoire à notre pays pour, réduire notre taux d'artificialisation. Il est à peu près aujourd'hui, encore aujourd'hui, de l'équivalent de 4 terrains de football par heure. On artificialise en France, nuit et jour, l'équivalent. Enfin, c'est l'équivalent de 4 terrains de foot, nuit et jour. Avec, depuis une cinquantaine d'années, une pratique de l'aménagement qui s'appuie sur l'extension de l'urbanisation. On a plutôt tendance à étendre en fait notre consommation d'espace du centre, vers une première puis une deuxième couronne, dans nos espaces urbains et cette, consommation d'espace est pas systématiquement et même assez fréquemment décorrélée, du besoin en réalité de logement de la population et de densification du territoire. Vous le voyez là, j'ai quelques éléments, mais je vous le donnerai dans les supports, hein, on continue à artificialiser dans une grande partie des communes tout en perdant des ménages. Il y a peut-être en tout cas une réelle, nécessité à, envisager, d'offrir un service de logement aux ménages qui puisse être issu d'un recyclage de l'urbain déjà artificialisé. Donc ce modèle, il est fortement consommateur d'espaces naturels, mais surtout agricoles. On artificialise 20 000 hectares, un peu plus de 20 000 hectares par an et le gros, ces 10-15 dernières années, le gros de ce contingent d'artificialisation a été pris sur nos surfaces agricoles, bon, au détriment évidemment de notre souveraineté alimentaire et de toutes ces difficultés. Donc je ne reviendrai pas sur, un sujet que je maîtrise moins que l'aménagement, mais vous voyez que c'est d'actualité. Ces sujets, doivent être, absolument cadrés. Donc c'est une obligation inscrite dans la loi, ce dont je vous parlais, la loi climat et résilience. C'est assez récent, en réalité, hein, puisque, la trajectoire ZAN date de 2021 et son cadrage, législatif et réglementaire plus fin date de l'année dernière, avec notamment une loi objectif ZAN qui a été, portée par les sénateurs et qui a été, promulguée en juillet, de l'année dernière et les décrets d'application qui datent, de toute fin novembre dernier, dont on va parler, assez rapidement. Ce qu'on a constaté nous, encore une fois, c'est, un constat plutôt, du retour de nos directions régionales, des porteurs de projets qui nous sollicitent, des contacts que l'on peut avoir avec les différentes associations d'élus et cetera. C'est pas d'opposition généralisée à la question de s'engager dans cette trajectoire de sobriété foncière, des difficultés certaines de mise en œuvre, on est face à un bouleversement assez significatif de nos pratiques, de nos métiers, et un besoin aussi de mettre en musique et de disposer d'outils qui permettront, de pouvoir réellement s'engager dans ces trajectoires. On a un long chemin pour s'organiser, donc je voulais le recadrer. Alors peut-être que vous maîtrisez déjà, hein, ces sujets-là, mais je préférais quand même, revenir sur le sujet. C'est des questions qui nous reviennent de manière très récurrente. En réalité, l'objectif ZAN, il est pour 2050. Ce qui est demandé aux acteurs de l'aménagement, aux élus, aux collectivités locales, c'est
tout d'abord dans une chronique entre 2021 et 2031, d'adapter notamment les documents d'urbanisme et de s'engager dans une trajectoire de réduction de leur rythme de consommation, des NAF, donc d'espaces naturels, agricoles et forestiers, et de le diviser par 2 par rapport à la décennie précédente. Et donc, il nous est à tous demandé d'artificialiser moitié moins entre 2021 et 2031 que ce qu'on aura artificialisé entre 2010 et 2020, avec une échelle qui est une échelle régionale de calcul, qui est une échelle régionale, puis consolidée à un niveau national. Les documents d'urbanisme, vous le voyez sur cette frise, devront être adaptés. Je pense que vous êtes, pour la plupart, au cœur ou associés à ces débats, et dans les discussions. On est à la maille régionale en ce moment, hein, sur ces sujets-là, puisque c'est les SRADET, qui passent en premier, si je puis dire. Les SCOT seront adaptés en février 2027, puis les PLU-PLUI en 2028. Donc la réduction par 2 de ce rythme d'artificialisation jusqu'à 2031, il y a pas de n'a pas de nature contraignante. Il n'y aura pas de sanction si, on n'a pas divisé par 2 en 2031. Simplement un report, l'objectif étant d'atteindre, ce 0 artificialisation en 2050 et donc de réduire, jusqu'à 2050 le rythme. Donc ça veut dire aussi que, les acteurs de l'aménagement ont encore les moyens aujourd'hui d'artificialiser du foncier. Alors évidemment, avec, des réajustements et ces trajectoires à redéfinir, donc qui posent, une grosse difficulté dans les projections, sur, nos capacités à artificialiser, dans des horizons, je dirais 2024-2026, avant que les premiers documents d'urbanisme soient élaborés. Mais la trajectoire en réalité est assez longue. Et je vous dis ça pourquoi? Parce qu'on a souvent la question, à l'échelle d'un projet, à la maille d'un projet. C'est-à-dire un porteur de projet qui nous demande si, le fait d'artificialiser aujourd'hui l'oblige à compenser par ailleurs. En l'état, non. Heu, Ça se fera dans le temps. Mais je répondrai éventuellement à des questions, plus précises, si vous en avez à ce sujet-là. Hem, donc voilà, juste, pardon, j'avais pas fait apparaître la petite, partie du bas, mais qui résume, ce que je viens de vous présenter. Première séquence, 2021-2031, puis la trajectoire à 2050. Je vous ai joint ici, la nomenclature, du ZAN. Alors je ne vais pas la présenter en détail, pourra y revenir. Elle est assez complexe. Elle est issue en fait du décret, de novembre 2023, d'un des décrets de novembre 2023, du 23. Hem, je vous diffuserai le support, hein, donc vous aurez ces éléments qui permettent, d'identifier, ce qui rentre dans la zone artificialisée ou dans le contingent des surfaces considérées comme artificialisées et le contingent des surfaces considérées comme non artificialisées. Ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est qu'au titre du ZAN, pour ce qui est question de compensation ou de renaturation, on doit raisonner en espace artificialisé ou espace non artificialisé que uniquement sur la base de cette nomenclature. Ce n'est pas les textes du Code de l'environnement en matière de compensation qui s'appliquent dans ce cadre-là. Ce sont bien les articles liés au Code de l'urbanisme et basés sur cette nomenclature. Et donc, quand on envisage notamment la question de la compensation écologique avec de la restauration, la remise en état, de fonctionnalité du sol, on n'est pas dans de la nomenclature ZAN. On est bien, dans des questions de compensation au titre du code de l'environnement. Je ne vais pas aller plus loin, et plus précisément dans ce détail-là, mais pareil, je pourrais répondre à vos questions. J'ai terminé sur cette première partie. Je ne sais pas si vous avez des questions. N'hésitez pas à lever la main. On se laisse peut-être 2-3 minutes et heu sinon je poursuis. Je crois que j'ai été très claire. Aucune question? Alors je vous propose de poursuivre. Les enjeux. Ce que je vais vous présenter là, est le reflet, des besoins qui nous ont été remontés sur le terrain. Ce que je vous précisais, en introduction, ce que les, directions régionales, hein, de la Banque des territoires, nous remontent en demande d'accompagnement. Donc moi je suis expert en sobriété foncière et en fait j'accompagne en ingénierie, les porteurs de projets. Donc ça permet aussi d'avoir, une vision,
des questions qui se posent actuellement et des enjeux auxquels il faut répondre. La première problématique, en réalité, c'est qu'on est dans une chronique, j'en parlais tout à l'heure, de l'aménagement, hem, un schéma, classique de l'aménagement qui était plutôt, une intervention séquencée avec d'abord la réalisation d'espaces urbains sur des espaces naturels, leur occupation, puis leur potentiel de devenir en friche urbaine, par faute, en cas de vacances, faute d'occupation, de destination, de déprise, je dirais aussi du territoire, et pas forcément le renouvellement de ces friches. Quand on fonctionne, dans une trajectoire de sobriété foncière, on est obligé de penser recyclage urbain. Ce que je vous disais tout à l'heure, on va avoir à terme, je dirais à l'horizon 2050, un contingent de foncier artificialisé, qui va être le terrain de jeu, notre terrain de jeu de l'aménagement, pour les décennies à venir, et puis un foncier naturel, qu'on aura vocation à protéger. Avec évidemment, modulo, quelques petits, ajustements où on pourra, de manière ponctuelle, artificialiser du foncier naturel tout en, renaturant, de l'autre côté pour regarder cet équilibre et ces fameux contingents. Hem, Ça impose donc un urbanisme de concevoir en fait un urbanisme circulaire pardon et non consulaire. De concevoir un urbanisme circulaire. Hem, Ce que ça engendre évidemment, c'est un impact, économique assez colossal sur les opérations, mais aussi une répartition des rôles entre l'ensemble des acteurs de l'aménagement qui commence à être, beaucoup moins stable, beaucoup moins organisée et qui fait bouger la création de valeur, si je puis dire. Les enjeux pour les différents acteurs. Alors sur le foncier artificialisé, du côté des collectivités locales, évidemment, on a besoin de foncier pour pouvoir mettre en œuvre ces politiques publiques. Hem, on a besoin aussi du côté des opérateurs publics d'assurer le bon fonctionnement et au meilleur coût de ces services et équipements publics, de les réaliser et de pouvoir les y assurer le fonctionnement, et pour les aménageurs et promoteurs privés, réaliser des opérations, mais évidemment, dans une équation, qui leur permette de dégager une certaine rentabilité. Et tout ça en tenant compte de la situation locale du territoire. Je ne vais apprendre à personne qu'évidemment chaque territoire a ses spécificités, ses besoins, et en fonction, des zones, démographiques plus ou moins tendues, enfin des zones tendues, avec une démographie plus ou moins dynamique, ou en déprise et en perte d'attractivité, les besoins ne sont pas les mêmes. Ce qu'on constate nous sur le terrain, c'est que pour ces pour ces territoires, en zone tendue, avec une démographie dynamique ou à court ou long terme d'ailleurs, le besoin, il est surtout de réguler, de limiter, l'envolée des prix du foncier et des opérations. Parce qu'aujourd'hui, on a, tous constaté la grande difficulté pour les Français de pouvoir se loger, ou, pour les chefs d'entreprise de pouvoir, occuper des locaux à prix raisonnable. Mais aussi, lutter contre les conflits d'usage parce qu'en réalité, évidemment contingenter, ça veut dire aussi limiter la ressource, et par endroits, la ressource va être tellement, limitée eu égard aux besoins qu'il y aura une question d'organisation de ces différents conflits d'usage. Et puis sur les territoires en déprise, perte d'attractivité, en risque climatique, si on évoque, notamment l'exemple que l'on vit actuellement, dans les Hauts-de-France, il y a aussi, des actions, importantes de besoin de redynamisation, de reconversion, de ces espaces dans une volonté de cohésion sociale, et donc avec des équilibres économiques aussi extrêmement sensibles. Donc ça, je vous dresse un peu le panorama global des besoins qui nous remontent. Le sous-jacent derrière, évidemment, c'est systématiquement l'équilibre de ces opérations, puisque intervenir sur du foncier artificialisé, c'est intervenir sur un foncier qui coûte environ, pour la plupart des cas, 10 fois plus cher que du foncier naturel, et qui déséquilibre complètement les modèles. Avec évidemment des coûts de construction qui sont ce qu'ils sont aujourd'hui, des difficultés à pouvoir réaliser des opérations qui soient, si ce n'est, équilibrées, un peu rentables. Pour le foncier naturel, naturel, donc le foncier naturel à protéger et celui artificialisé qu'il faudrait renaturer, là on rentre, dans des problématiques. Alors j'ai un
tout petit peu d'effleurer le sujet dans la première séquence. On rentre dans des problématiques qui peuvent être différentes en fonction de la nature des projets. S'ils restent simplement soumis aux règles du code de l'urbanisme ou si le projet justifie qu'on passe dans le cadre d'obligations relatives au code de l'environnement ou au code forestier. Je ne vais peut-être pas rentrer dans les détails, vous me poserez des questions si vous souhaitez qu'on l'évoque, mais ce que je vous disais tout à l'heure, dans le cadre du ZAN, une obligation de compensation artificialisation qui est simplement basée sur la nomenclature que je vous exposais précédemment, pardon. Et il peut y avoir aussi un besoin à renaturer plus important lié aux obligations liées au code de l'environnement, donc la compensation environnementale, la compensation carbone volontaire aussi, qui pourrait être le cas, et puis la compensation forestière. Et le dernier sujet sur la question de la renaturation et de la gestion du foncier naturel, c'est aussi la question, enfin le besoin de traiter des stratégies locales d'adaptation au changement climatique, notamment pour désimperméabiliser et lutter contre les inondations, évidemment, et pour apporter aussi de la fraîcheur en ville avec les îlots de verdure qui pourraient permettre de lutter contre les îlots de chaleur. Alors, sous ces enjeux-là, ce qui nous revient principalement, donc je vous le disais tout à l'heure, aujourd'hui 20 000 hectares par an de terrain nu transformés en terrain artificialisé. C'est la pratique la plus générale aujourd'hui. Encore aujourd'hui, hein, les données statistiques nous donnaient encore des seuils d'artificialisation autour de 20 000 hectares pour 2020, 2021 et 2022. Et donc le ZAN, la trajectoire de la sobriété foncière, nous amènera vers une transformation des surfaces déjà artificialisées. Ce qui sera difficile, c'est de trouver la rentabilité et l'équilibre économique, on en parlait précédemment. Et ce qui sera aussi difficile, c'est d'identifier les fonciers sur lesquels il sera nécessaire d'avoir une intervention active, une détention potentiellement en propriété à très long terme pour garantir ses capacités à agir sur le long terme, que ce soit pour les acteurs publics pour pouvoir mener leur, euh, leur politique publique et leur stratégie d'aménagement du territoire, que ce soit les acteurs privés qui ont besoin aussi d'avoir un pipe d'activité. Donc aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est une sorte de course à la détention foncière, ou en tout cas une question de dois-je détenir le foncier à long terme? Comment je peux le faire? Quels sont les outils dont je dispose? Le secteur de l'aménagement, y compris les financeurs des acteurs de l'aménagement, ne sont pas organisés aujourd'hui pour répondre à ce besoin de financement très long terme, de portage long terme des fonciers. En tout cas, pas suffisamment organisés. Et c'est sur ce volet-là qu'on a beaucoup travaillé, nous, côté Banque des Territoires, pour faire évoluer notre offre et apporter des solutions. Je reviens sur ce que j'évoquais. Le schéma de l'aménagement, le modèle historique de l'aménagement où chacun des acteurs intervenait dans la chaîne avec évidemment les collectivités qui définissaient les règles d'urbanisme et les stratégies locales d'aménagement du territoire, l'aménageur potentiellement privé ou public qui dans le cadre d'une maîtrise foncière, préaménageait les fonciers pour que les promoteurs puissent y réaliser leurs opérations, et les investisseurs qui venaient ensuite gérer les actifs réalisés sur le long terme, mais avec des chroniques d'intervention pour ce qui concerne les investisseurs, plutôt court terme. Donc j'achète cet actif, je le détiens 7-10 ans maxi, et puis je revends à un autre investisseur qui relancera le cycle. Le foncier étant perçu comme rare, le besoin de le maîtriser très en amont mène, par exemple, les promoteurs à intervenir plus amont sur ce foncier déjà artificialisé en se disant: «Eh bien, je vais acheter, les meilleurs morceaux de foncier pour pouvoir les détenir et y réaliser les opérations qui seront économiquement viables. Mais pour le faire, il faut que j'achète tout de suite. Donc je vais, me comporter en aménageur, acheter le site, le réaménager, dépolluer potentiellement, le remembrer pour ensuite, y réaliser les opérations que je revendrai aux investisseurs. Les investisseurs se disent un peu la même chose et remontent donc la chaîne, vers l'amont.
décide aussi de garder peut-être beaucoup plus longtemps les actifs pour envisager en fait plusieurs vies, un recyclage ou deux de vie sur le même foncier. Les aménageurs font la même chose et ce qu'on voit, c'est ce glissement en fait de la chaîne avec potentiellement la création de valeur telle qu'elle existait dans chacun, puisqu'évidemment, chaque acteur intervenant créait sa propre valeur, ses propres marges et sa rentabilité. Tout ça glisse. Ça a aussi ses vertus. Ce qu'il faut se dire, c'est que dans le schéma initial, celui que vous voyez en amont, le foncier circulait dans les bilans de chacun de ces acteurs, avec une prise de valeur qui menait à ces effets spéculatifs que l'on constate aujourd'hui. Et donc la question, de garder à la main certains fonciers, sur du très long terme pourrait permettre évidemment, de gérer, ces effets spéculatifs. Ça ne solutionnera pas tout évidemment, mais ça peut être un outil qui permettrait cette régulation. Alors, quelles sont les priorités d'action, aujourd'hui? Ce qui nous est énormément demandé, notamment, dans notre service sur le volet ingénierie, c'est d'accompagner les acteurs, publics, collectivités locales à les appuyer en fait sur la construction de leur stratégie, d'usage du foncier et d'aménagement du foncier à long terme, enfin d'aménagement du territoire pardon, à long terme. En gros, qu'ai-je sous la main? Quels sont les fonciers disponibles? Quels sont les fonciers potentiellement intéressants et mutables, sur mon territoire, notamment, fonciers artificialisés? Heu, Quels sont les enjeux, à court, moyen et long terme sur mon territoire en termes d'évolution démographique, d'évolution économique, d'impact du changement climatique? Heu et quels sont les fonciers sur lesquels, pour pouvoir répondre à ces enjeux, je dois intervenir, d'une manière plus ou moins prégnante avec les outils dont je dispose aujourd'hui et potentiellement de nouveaux outils qui me permettraient, d'intervenir différemment. Donc la question, elle est aujourd'hui d'anticiper, d'intégrer l'ensemble des enjeux d'un territoire et de développer en fait une vision, globale et très solide de la gestion de la ressource foncière pour répondre aux besoins du territoire. Hem, L'autre besoin qui est, sous-jacent, hein, c'est d'identifier les fonciers artificialisés sur lesquels, les acteurs pourront agir et trouver les outils, qui permettront d'intervenir. Alors, je vous le dis de nouveau, à long terme, parce que c'est vraiment la question qui nous remonte, principalement. Et donc il y a besoin aujourd'hui, d'éprouver, de tester, hein, les méthodes du recyclage du foncier, heu, les friches, comment recycler une friche, quel modèle, pour pouvoir l'accompagner, quelle est la part d'aide publique qu'il faut mobiliser pour trouver des équilibres qui permettent de dégager, de dégager, de lancer, et d'initier les opérations, et quels sont encore une fois les fonciers qu'il faudrait détenir, garder. Je peux vous citer un exemple, on a un EPA, un établissement public d'aménagement aujourd'hui et quelques EPF aussi, établissements publics fonciers, qui travaillent de concert avec les collectivités locales, à la, mmh, à la création de structures de portage, long terme, de foncier. J'ai un exemple où, l'EPA en fait est en train de construire une zone d'activité et ne veut pas se défaire de la propriété du foncier et donc a envisagé un schéma avec des baux à construction, donc ils vont rester propriétaires du foncier et ils ont déjà 3 cycles de vie, envisagés sur cette zone d'activité, en lien avec les projets des collectivités territoriales sur ce territoire et le développement de cette zone d'activité à un horizon, 30 ans. Et puis donc pour le dernier volet, les priorités d'action, bah, c'est d'avoir aussi les outils qui permettent de favoriser la protection du vivant, et de répondre, alors je vous le disais, aux multiples cadres réglementaires, donc toutes ces compensations multiples et diverses qui se cumulent, qui peuvent être amenées à se cumuler les unes, et les autres sur les projets. Hem Sur ce volet-là, je vous le cache pas, on est moins avancé. On sent aussi, un vrai besoin, de réponse et ce qu'on a beaucoup travaillé, je vais revenir dans la 3e partie sur ce volet-là, sur des outils qui permettraient d'acquérir, ces fonciers naturels, donc du prêt en fait, hein, des prêts à très long terme avec des maturités qui peuvent aller jusqu'à 60 ans pour acquérir ces fonciers. J'ai l'exemple, hem, de, d'une, collectivité qui souhaite, acquérir une certaine partie,
d'un bassin versant pour le captage des eaux potables. Je n'ai pas tout le détail et je ne suis pas la spécialiste, mais sur ce sujet-là, on a des outils de financement qui permettent de lisser en fait le financement sur 60 ans. Voilà. Donc nos priorités d'action, et on va décliner en fait toute l'offre de sobriété foncière sur ce volet-là. Donc c'est connaître et piloter le foncier, ce que je vous disais, donc c'est anticiper la stratégie. Et là, on a donc un gros volet d'accompagnement en ingénierie et en cofinancement en fait d'ingénierie et en accompagnement des porteurs de projets, et Oui, puis bonjour, ensuite les Laurence. outils qu'on a fait évoluer. Oui, Alexa, je vous rappelle au sujet du CODIR, Il des y a CODIR. un micro ouvert. Tu vas couper. Donc voilà, quelqu'un va couper en même temps. OK. Et je crois que je suis D'accord. au terme Merci. de cette partie. Alors, je ne sais pas si vous avez des questions sur ces enjeux. Est-ce que le constat que j'ai dressé vous parle? Est-ce que, au contraire, vous êtes totalement étranger à tous ces sujets-là? Ou est-ce que vous voyez d'autres besoins qui ont émergé et que je n'ai pas présentés dans ce volet? N'hésitez pas si vous avez des remarques. Alors, a priori, j'ai 2 questions dans le chat. Ah, il y a une main levée. J'ai monsieur ou madame Guichard. Je vous donne la parole. On vous entend pas. Vous avez le micro coupé. Alors, je ne sais pas si vous posez votre question ou pas. Pardon. Ah. Oui, ma question concerne, vous parlez jusqu'à maintenant, la première partie, c'est artificialisation des zones, revitalisation des zones artificialisées. Quid de tous les propriétaires de fonciers constructibles actuels et qu'est-ce qui est prévu pour les indemniser, puisque ces gens-là souvent ont payé au fisc des sommes importantes dans le cadre de succession, par exemple. Mmh. Alors, ce que je comprends de votre question, c'est que vous considérez que ces fonciers constructibles ne vont plus l'être? Oui, tout à fait. D'accord. Alors, à ce stade, comme je le présentais précédemment, la trajectoire de sobriété foncière, ce qu'elle impose aux acteurs de l'aménagement, c'est de réduire le rythme d'artificialisation de la décennie 2020 à 2030, moitié moins que sur l'année 2010 à 2020. Ce qui veut dire qu'on pour l'instant, alors je ne suis pas dans une maille commune par commune, je ne peux pas traiter chaque sujet comme ça, mais pour l'instant, donc on raisonne toujours à une maille régionale. Ce qui est demandé, c'est qu'à l'échelle d'une région, on artificialise moitié moins que la décennie d'avant. Donc ça veut dire qu'on peut continuer à artificialiser encore aujourd'hui en réduisant le rythme. Et en réalité, on pourra continuer à artificialiser jusqu'à 2050 en réduisant progressivement le rythme. Donc aujourd'hui, dans les PLU, quand un foncier est identifié comme constructible, sauf à ce que dans la trajectoire définie au niveau régional, il ait été clairement identifié que sur le territoire de telle commune, toute artificialisation est prohibée. Il n'y a rien qui empêche ces porteurs de projets de réaliser leurs opérations. Alors évidemment, c'est un sujet à traiter au cas par cas, donc là je vous apporte une réponse plutôt générale. Il faut le remettre dans le contexte global de la trajectoire de sobriété foncière qui est définie au niveau de la région pour qu'on puisse réellement regarder comment ça se décline. Alors, je ne sais pas si je réponds complètement à votre question. Oui, mais la finalité, finalement, on part sur de la collectivisation. C'est-à-dire? Ben, on part sur un système soviétique. Pas forcément. C'est-à-dire que l'État sera, si vous voulez, les propriétaires fonciers actuels vont être totalement dépendants des pluies locaux. Oui. Donc, si une commune décide de supprimer des terrains fonciers, les gens localement, les gens ont déjà été pénalisés puisqu'ils ont payé en succession quelquefois des terrains constructibles qui ne sont plus devenus. Mmh. Donc, on continue sur cette voie-là. Donc, ça reste de l'exécutif local. Mais finalement, si on est dans la perspective des communes qui vont commencer à acquérir des terrains pour les redistribuer, pour les mettre à disposition pour des programmes fonciers,
Moi, j'appelle ça, c'est à partir du moment où l'État devient propriétaire du terrain, on part sur de collectivisation, c'est tout. Bon, alors Moi, ça m'inquiète beaucoup. Bon, oui, voilà, d'accord, je comprends votre inquiétude. Alors, à ce stade, je ne peux pas complètement répondre à la question, puis je ne Non, non, représente pas l'État, donc je ne pourrais pas. Mais en fait, je doute que ce soit l'État ou même les collectivités locales de manière générale, qu'ils aient les moyens d'assurer une détention foncière de l'ensemble du foncier artificialisé. Ce que j'expliquais moi, c'est plutôt qu'à ce stade, dans la réflexion, justement, comme nous n'en avons pas les moyens, la construction des stratégies s'élabore plutôt de la manière suivante, c'est quels sont les fonciers sur lesquels stratégiquement pour pouvoir mener ma politique publique, il va vraiment falloir que je me porte acquéreur. Il y a d'autres outils qui permettent d'agir et j'ai pas forcément besoin d'acquérir tous ces fonciers. Le marché privé doit faire son œuvre, les acteurs privés doivent pouvoir aussi continuer, à exercer, leur métier et leurs activités et l'idée, c'est plutôt que va émerger un besoin complémentaire qui va pas se généraliser parce que enfin, c'est impossible, d'un point de vue même financier, en tout cas dans les équilibres. Et par exemple, nous, à la Banque des Territoires, quand on nous questionne sur ce sujet, c'est pas l'objectif non plus. C'est-à-dire qu'on est aussi un acteur on finance des projets. On n'a pas vocation à accompagner des porteurs de projets pour de la détention foncière à long terme sans qu'il y ait une destination complètement cadrée et définie sur ces fonciers. Donc, je n'ai évidemment pas la réponse non, mais merci beaucoup. précise à votre question, mais financièrement, je pense que ce ne sera pas tenable. Mais effectivement, ponctuellement, il y aura des cas. Et sur la question de la potentielle indemnisation des propriétaires fonciers, ça, j'ai pas la réponse. Je pourrais pas vous répondre. C'est un sujet plus régalien. En tout cas, il n'est pas traité aujourd'hui, à ma connaissance. Merci beaucoup. De rien. Je crois qu'il y avait 2 questions. Alors, je regarde. Alors pardon, je regarde ce que vous venez de dire. C'est donc un changement de modèle coût du foncier qu'il faut modifier pour permettre l'application plus aisée de cette loi de sobriété foncière. Il faut que dès maintenant, acheter du foncier agricole coûte beaucoup plus cher qu'acheter du foncier déjà imperméabilisé, mais ça relève du monde idéal. Alors je ne sais pas si ça relève du monde idéal, mais par contre, c'est un sujet qui est largement évoqué du côté des autorités et de l'État. Et effectivement, notamment l'action des SAFER pour le foncier agricole a eu une véritable vocation de maîtrise de l'envolée des coûts du foncier. Ce n'est pas le cas dans le droit de préemption urbain classique. Il y a véritablement un sujet de régulation, ça je suis d'accord. L'État travaille le sujet. Je n'ai pas les réponses à vous donner. Ce qu'on propose, nous, c'est plutôt des solutions en complément, des outils qui peuvent aider à répondre à ces enjeux-là, de lutte contre la spéculation. Mais encore aujourd'hui, pour ne rien vous cacher, on est plutôt sur des phases de test puisque c'est des modèles qu'on n'avait pas testés ni éprouvés, qu'on est en train d'envisager construire. Je pourrais vous parler peut-être tout à l'heure d'un projet qu'on a à Rennes, heu, qui se rapproche du bail réel solidaire pour de l'accession, à la propriété mais libre, où Rennes est intervenu. Ils vont acheter du foncier, alors, pas une grande quantité de foncier, mais quand même de quoi construire, 700 ou 800 logements, dans un modèle type bail à construction, avec des locataires de logements qui, à terme, peuvent lever l'option pour devenir propriétaires. Et donc là, il y a une vocation de lutte contre l'effet spéculatif, mais sur une chronique de temps limitée aujourd'hui dans ce modèle, qui est d'une trentaine, quarantaine d'années. On n'a pas encore testé d'autres modèles à ce stade. J'ai une autre question. Je suppose que les compensations renaturation d'une friche industrielle réalisées en 2024 ne viendront pas en décompte de la compensation au regard de la loi. Alors, ça peut potentiellement être le cas. Il est vrai que dans la loi climat et résilience en 2021, il était précisé que la renaturation ne pouvait rentrer en ligne de compte. Donc, la renaturation liée à une compensation au titre du code de l'environnement, elle peut très certainement répondre aux enjeux de compensation du ZAN, puisque la nomenclature rejoint clairement les 2 objectifs. Ce qui était prévu dans la loi climat et résilience, par contre, c'est que les actions de renaturation qui pourraient être comptabilisées au titre des objectifs ZAN ne devaient
être comptabilisés que pour des projets à compter de 2031. Donc ça, c'est la loi de 2021 qui le prévoyait. Et la loi de juillet 2023 a modifié, donc sous les travaux du Sénat notamment, la loi de juillet 2023 a modifié cette contrainte. Et en réalité, toute action de compensation mise en œuvre depuis 2021 peut être comptabilisée dans la trajectoire du ZAN. Au libre choix, vraisemblablement, mais ça, ce sera à confirmer dans le temps parce que les conditions de mise en œuvre ne sont pas complètement calibrées. Libre choix aux collectivités de valoriser cette action de naturation dès à présent pour le valoriser dans la réduction de moitié du taux d'artificialisation ou de le valoriser plus tard pour l'atteinte de l'objectif en 2050. Je balaye, je crois qu'il n'y a pas d'autres questions. Est-ce que vous avez d'autres questions à évoquer? Alors, le report de valorisation, comment se ferait-il? C'est encore une fois dans l'établissement du calcul global. On n'a pas encore les détails parce que malheureusement, ce n'est pas complètement mis en place. Sauf erreur de ma part, mais n'hésitez pas à me refaire un mail, je pourrais reconfirmer, hein, mais sauf erreur de ma part, c'est valorisé dans la comptabilité globale à l'échelle régionale et donc libre, dans la déclinaison en fait, de cet objectif qui est d'abord défini dans une maille régionale puis qui redescend, libre à chacun des acteurs, si vous êtes une intercommunalité, de valoriser, cette renaturation, dans l'atteinte de ces objectifs, cette année ou l'année prochaine ou enfin de la manière dont ce sera comptabilisé ou de le garder et de le valoriser plus tard. Tout dépend où vous en êtes en fait dans votre rythme d'artificialisation, si je puis dire. Alors, je crois oui qu'il faut le lister auprès des instances, pardon. Donc la question était à nous de lister donc auprès des instances, oui. Je pense que c'est l'objet des discussions, à mener, dans ces instances pour réellement catégoriser et identifier le moment le plus stratégique pour valoriser ces fonciers renaturés. Ce que je vous propose, c'est de poursuivre sur, notre action à nous, la Banque des territoires, sur la sobriété foncière. Bon, je vous ai déjà, clairement un peu présenté les sujets. C'est-à-dire qu'on disposait déjà d'outils, hein, pour, l'aménagement. C'est le cœur, un des gros volets de notre intervention, quotidienne et ce qu'on s'est attaché à faire, dans la préparation de l'offre de sobriété foncière, hein, qui va être, encore une fois, mise en marché, donc qui va être, déployée. En réalité, beaucoup d'outils sont déjà déployés, mais les outils les plus nouveaux, sont encore en cours de finalisation. Donc je vous fais un petit teasing, et je vous présenterai le dernier outil qui nous manque pour pouvoir officiellement communiquer sur toute l'offre. Mais on a, beaucoup travaillé, ce que je vous disais, sur le financement long terme et le portage long terme, que ce soit avec des acteurs publics comme avec des acteurs privés. C'est vrai que le besoin, remonte principalement du côté des acteurs publics, mais les acteurs privés aussi se mobilisent. Je pourrais vous l'illustrer avec quelques exemples. Le positionnement pour nous, il évolue, donc c'est ce que je vous disais, nos outils d'intervention. On intervient classiquement, donc c'est la partie à gauche, on intervient classiquement, dans le financement de projets de construction, donc du financement d'actifs immobiliers. On se positionne en tant que ou prêteur, d'un projet ou investisseur, donc on rentre au capital de sociétés qui seront, propriétaires de projets construits. Donc on n'est pas promoteur à la Banque des territoires, on n'intervient pas dans les actions, de promoteurs, mais on finance un promoteur par du prêt et on finance l'investisseur soit par du prêt, soit par de la prise de participation dans le capital de sa structure. Donc c'est un modèle assez classique, hein, avec un projet, un foncier, un projet, un permis de construire obtenu, des futurs preneurs pour ce site, et toute une mécanique, assez huilée, à laquelle on répond assez classiquement. Ce qu'on a développé et déployé ces dernières années, c'est aussi, donc c'est la partie à droite,
des outils qui permettent le financement de l'acquisition du foncier en tant que socle, qui resterait propriété d'un acteur avec des usages successifs dans le temps, notamment par des modèles qu'on appelle de dissociation du foncier et du bâti, type bail à construction, AOT, bail réel solidaire et autres. Et donc là, on est donc sur une autre vision du montage immobilier avec plusieurs usages dans le temps. Euh, des modèles d'investissement que nous regardons dans lesquels il y a des recettes de cession de ces actifs mêlées avec des recettes d'exploitation. Donc, je loue ce foncier sur du long terme et des modèles avec des occupations temporaires aussi assez significatifs. Je peux vous illustrer un exemple. On travaille énormément avec certains territoires du littoral qui vont être soumis aux aléas submersion et inondation et qui sont en train d'organiser en fait le repli de leur population dans ce qu'on appelle le rétro-littoral, donc la partie intérieure des terres. Et on est en train d'essayer d'organiser en fait la gestion du foncier pour pouvoir déplacer en fait des quartiers entiers, hein, puisqu'ils seront submergés à terme, donc pouvoir déplacer des quartiers entiers et reconcevoir un quartier dans une zone alors quelquefois non artificialisée encore aujourd'hui, hein, parce que, bah, ça reste conforme à la trajectoire ZAN, plutôt dans le territoire. Donc dans ces mécaniques-là, l'idée c'est d'accompagner les porteurs de projets qui se portent acquéreurs du foncier qui va avoir vocation à être submergé, mais aussi qui se portent acquéreurs du foncier en rétro-littoral pour pouvoir déménager. Et on organise en fait la vie de ces fonciers. Donc celui qui va accueillir les populations déplacées, entre guillemets, c'est pas entre guillemets, c'est les populations qui seront déplacées. Donc les populations déplacées, on essaye d'organiser une occupation temporaire sur ce foncier qui permette de dégager une recette si le déménagement est plutôt dans une perspective à 20 ans, mais on sécurise ce foncier pour garantir un réceptacle à la population le moment venu. Donc ça, c'est clairement inscrit dans une trajectoire de la politique publique menée par le territoire. Et on organise aussi l'occupation temporaire, souvent à vocation touristique, des espaces en front de mer, le temps, de leur survie jusqu'à ce qu'ils soient submergés. Voilà un des exemples. On travaille aussi évidemment sur des modèles, quand on parlait tout à l'heure de lutte contre la spéculation, bah, de détention du foncier sur le très long terme pour y accueillir les zones d'activité dont je vous parlais ou du logement. Voilà, c'est des mécaniques qu'on voit intervenir très souvent maintenant. Encore une fois, des mécaniques qui ne sont pas complètement éprouvées et qu'on est plutôt en train de tester de notre côté. Donc en s'autorisant le droit à l'erreur et aussi le cadrage plus précis des outils. Cette slide vous expose en fait l'intégralité de l'offre et de l'accompagnement que l'on a pour les porteurs de projets dans les territoires sur la question de la sobriété foncière. Donc sur la partie gauche, en amont, on a des outils qui permettent surtout en fait d'accompagner la montée en maîtrise et en compétence sur le sujet de la sobriété foncière et la mutation de la filière. Donc on a des crédits d'ingénierie, en fait une enveloppe d'ingénierie qui permet de cofinancer plusieurs choses. D'abord de cofinancer si vous en avez le besoin des actions de formation. Vous avez identifié des formations qui potentiellement pourraient accompagner vos équipes dans la montée en compétence sur la maîtrise du ZAN et sur les trajectoires liées aux enjeux de sobriété foncière, mais aussi d'adaptation au changement climatique et autres. On peut cofinancer à hauteur de 50% ces actions de formation. On appuie aussi en cofinancement d'ingénierie des démarches un peu innovantes de concertation et de co-construction avec les populations. Vous avez toutes les actions de concertation publique qui peuvent être accompagnées. On a des crédits d'ingénierie qu'on peut mobiliser aussi pour des études, ce dont je vous parlais un peu plus tôt, des études d'identification et de planification du foncier. Donc, gros diagnostic du territoire, en résumé, quels sont les fonciers disponibles, mutables, quelles sont leurs duretés, c'est-à-dire quand est-ce qu'ils seront libérés, pas libérés, à quel prix, indemnisation, pas indemnisation, etc. Quelle maîtrise puis-je en avoir, quelles solutions et quel modèle juridique et financier je pourrais envisager
pour maîtriser ses fonciers ou avoir une action sur ses fonciers. Tout ça peut se regarder. C'est des accompagnements qu'on déploie de manière prioritaire pour les acteurs publics, mais qui peuvent aussi accompagner des acteurs privés quand ça rentre dans le cadre d'un projet d'intérêt général soutenu par une collectivité, etc. Et ensuite, on a des actions, des crédits aussi d'ingénierie qui permettent de financer, mais je vous l'ai dit tout à l'heure, enfin de définir les outils de portage foncier. Donc tout ce premier axe, si je puis dire, amont des projets, c'est vraiment de l'accompagnement en ingénierie qui permet aux acteurs sur le terrain de pouvoir monter en connaissance et en compétence sur cette question. Et ensuite, le deuxième volet, c'est évidemment le déploiement d'outils qui permettent la mise en œuvre des trajectoires de sobriété foncière avec le financement de projets concrets. Alors, il y a encore de l'appui en ingénierie qui peut permettre d'accompagner la mise en œuvre des projets, plus, je dirais, liés à la réalisation d'opérations assez complexes de recyclage urbain, avec une multiplicité d'acteurs à mobiliser, etc. Donc là, on peut aussi mobiliser des crédits en ingénierie pour cofinancer. Et ensuite, on a des outils de financement. On peut intervenir en investissement, en tant que co-investisseur sur les structures de portage foncier. On est investisseur sur des projets de recyclage classiques. On est co-investisseur de fonds de recyclage de foncier industriel. Tout ça, ça rentre plus dans nos outils classiques d'intervention. Et ensuite, pour la protection des sols naturels ou semi-naturels, on a aussi des crédits d'ingénierie qu'on peut mobiliser pour la modélisation des projets et leur mise en œuvre, projets de restauration écologique. Et ensuite, on a pas mal engagé d'actions sur la création, donc notre intervention en tant qu'investisseur sur la création d'outils de compensation, d'opérateurs en fait de compensation, que ce soit écologique comme qui peuvent intégrer la compensation au titre du ZAN. Et puis les projets de nature en ville, c'est des sujets sur lesquels nous intervenons depuis déjà plusieurs années avec le financement d'actions de renaturation, etc. Donc voilà les grands axes. Ça donne un continuum d'offres que je vous présente ici, qui vous sera diffusé. Je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est les outils en fait plus précis. Les 2 grosses nouveautés, alors enfin les 3 d'ailleurs, c'est 4, pardon, j'en oubliais une. Un outil numérique d'inventaire en fait des zones d'activité qu'on va faire évoluer pour être un portail en fait foncier. Il en existe déjà de nombreux. On essaye en fait d'embarquer avec nous un certain nombre d'acteurs pour que on ait un outil numérique à disposition qui permette d'avoir un maximum de données sur un foncier, que ce soit des données d'ordre environnemental, juridique, financière et autres. Il va être lancé dans le courant de l'année. Donc c'est encore, il n'est pas encore assez détaillé. Je vous en parle là très rapidement, mais vous pourrez suivre. De toute façon, tout sera mis en ligne sur notre site. Vous pourrez suivre un peu l'actualité sur ce volet-là si ça vous intéresse. Les appuis en ingénierie, en fait, ils ont 1 an déjà. Ça fait 1 an qu'on a mobilisé cette enveloppe. On a plus de 80 millions d'euros d'ingénierie mobilisée en cofinancement. Donc, un moyen d'action assez conséquent. Je ne reviens pas sur l'ensemble des sujets, mais je vous en ai parlé. Alors, oui, s'insère dans la en fait, évidemment, on a une action il y a une question qui est posée, si ces crédits d'ingénierie s'insèrent dans la NCT. On a une action coordonnée avec la NCT. Donc vous pouvez évoquer avec eux le besoin de cofinancement et crédit d'ingénierie en indiquant que potentiellement la Banque des territoires peut accompagner. Il n'y a pas de sujet. Mais ça sert effectivement dans la NCT puisque il y a aussi comment dire, une volonté de coordination et de mise en musique de l'ensemble des outils d'ingénierie dont disposent les acteurs de l'aménagement. On a l'ADEME, le CEREMA et autres acteurs qui peuvent aussi intervenir. Donc ça s'insère dedans. Il y a eu un travail assez poussé avec la NCT l'année dernière pour justement dresser en fait le canevas de l'ensemble des aides et essayer d'apporter des aides qui viendraient compléter et répondre à des besoins qui n'étaient pas encore traités. Sur les prêts, donc
On rentrera plus dans le détail dans les prochaines semaines parce que c'est le dernier outil qui nous manque. On a un prêt qu'on est en train de faire évoluer qui s'appelle le prêt Gaïa. Donc c'est le prêt très long terme, sur fonds d'épargne. Donc c'est un prêt, qui est sur, livret A, donc à taux variable, indexé sur le livret A, mais avec des niveaux de marge, très faibles qui peuvent être entre 0,6 et 0,8 en fonction de la nature des projets. Il est aujourd'hui exclusivement dédié au logement social et à la reconversion de friches industrielles et on est en train de l'ouvrir, à d'autres types de projets, à d'autres types d'acteurs pour qu'ils permettent, de favoriser la décision de réalisation de projets. L'objectif, en fait, c'est que, par ses maturités très longues, ses capacités à rembourser sur 40, 50 ou 60 ans, on vienne lisser, de manière plus significative la charge de l'acquisition du foncier dans les bilans et donc libérer un peu de marge, pour les opérateurs, qu'ils soient, publics ou privés, pour réaliser les projets. Donc ça, c'est l'outil qui nous manque aujourd'hui et qui sera, mis en œuvre dans les 2-3 mois qui viennent, j'espère. Mais qui voilà, en cours de préparation, c'est l'objet de discussion avec Bercy qui coordonne en fait, notre action sur ce type de prêt. Et en investissement, l'outil nouveau, c'est celui dont je vous parlais. Je vous ai parlé déjà à maintes reprises, l'outil de portage de foncier à moyen et long terme, donc des foncières en fait, hein, je vais y arriver, de gestion foncière, sur du long terme, voilà, on est sur 40, 50, 60 ans, voilà, des chroniques assez longues. Je vous parlais de la recomposition du territoire en littoral, des zones d'activité, de logement social aussi, voilà, plusieurs schémas. Pour le reste, c'est des outils qui existent déjà en investissement, le redéveloppement des friches polluées, on les déploie déjà depuis, 2-3 ans. Les projets mixtes de renouvellement urbain, en fait, on intervient là avec des acteurs privés, pour revenir un petit peu sur nos échanges tout à l'heure dans les cadres des questions-réponses. On a investi dans une structure avec un acteur privé pour se charger de la redynamisation des entrées de ville, heu, aux côtés, des autres acteurs publics, que ce soit des EPF, établissements publics fonciers, établissements publics d'aménagement. Là, c'est un attelage où, on a un opérateur qui peut venir aussi, acheter des actifs, commerciaux, en fait, du foncier commercial en entrée de ville, hem, déjà soumis à une forte vacance, mais encore occupé avec, quelques acteurs commerciaux sur lesquels on travaille à la recomposition, en fait, du territoire pour y favoriser ce qu'on appelle de la mixité fonctionnelle. En fait, on recrée un quartier. Là où, sont exclusivement construits, des espaces commerciaux, l'idée c'est de rebâtir, des quartiers d'habitation, commerce, potentiellement activités. Et donc là, on est co-investisseur sur ce type de projet et Non, mais pour moi, elle vend ses produits. Genre, c'est la Banque des territoires, c'est une banque pour vous avez le micro ouvert, madame. les acteurs publics, tu vois, ou Madame, vous avez le micro ouvert. Quels appuis et outils possibles pour améliorer la densité construite des zones d'activité économique déjà commercialisées? Souvent de manière très lâche. Eh bien, les outils dont je vous parle là, qui sont, les outils, bah, alors c'est dans le cadre d'opérations de redynamisation globale, hein, de mixité, ça qui sont, définis dans le cadre des PLU déjà, où, on redéfinit la destination de ces zones et ensuite diverses actions, hein, les moyens d'action classiques, des acteurs, publics, les collectivités locales, opérations d'aménagement et autres et puis avec des outils complémentaires qui peuvent s'y ajouter. Je crois que j'ai fait le tour des sujets. Vous avez évidemment les consignations, mais ça, c'est des outils, que nous avons déjà à la Banque de territoire depuis des années, qui peuvent aider aussi à l'accompagnement, des expropriations et préemptions, mais, je rentrerai pas dans les détails. C'est un outil de maîtrise foncière classique que vous aviez, déjà. Voilà grosso modo, pour ce qui nous concerne, côté Banque des territoires, l'action qu'on peut mener, aux côtés des acteurs publics et privés. Alors le gros quand même de nos sollicitations sont plutôt, côté acteurs publics, mais il arrive quelquefois que les acteurs privés nous sollicitent. Dans ce cas, on intervient que,
dans le cadre où le projet répond à des objectifs d'intérêt général. Parce que ça, c'est notre doctrine d'intervention. On ne peut pas intervenir comme un acteur de marché classique, financier classique. Et donc, ces critères-là sont systématiquement regardés. J'ai terminé pour ce qui me concerne. Je ne sais pas si vous avez des questions. Est-ce que vous aviez d'autres attentes ce jour dans le cadre de cette présentation, ou est-ce que j'ai répondu à l'ensemble de vos besoins? Eh ben, je vous remercie. Donc la séquence a été enregistrée, vous pourrez, la retrouver en ligne, si besoin, et puis, dans le fil de discussion, n'hésitez pas, potentiellement attendez, j'ai une question concernant la submersion marine. Comment les collectivités peuvent-elles vous solliciter? J'ai une collègue, qui est en charge, de l'adaptation, au changement climatique pour les communes du littoral et de l'outre-mer. Je peux vous donner ses coordonnées. Il y a tout un accompagnement qui a été mis en place et qui est coordonné avec l'État, pour ces sujets. Donc, je vais vous donner ces coordonnées. Je crois que vous avez mon adresse mail, dans l'invitation du webinaire. Renvoyez-moi un mail et puis je vous mets en relation avec ma collègue. La Banque des territoires s'associerait-elle à la création de foncières communales ou intercommunales? Oui, c'est ce qu'on travaille, donc ça, c'est possible. Hem Comme je vous disais, on n'a pas encore complètement déployé l'offre, donc ce que je peux vous inviter à faire, c'est soit prendre contact avec moi, soit directement avec vos contacts classiques, dans les directions régionales, et puis on remontera on vous remontera les informations. Mais, ça peut se regarder effectivement. Et donc, madame Pecker, oui, je vous envoie ces coordonnées. Et vous pouvez aussi aller sur le site internet, hein, de la Banque des territoires. Par contre, c'est en ligne toute l'offre sur, sur le volet, pardon, adaptation au changement climatique, littoral, et vous verrez apparaître tous les éléments. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? Eh bien, il me reste à vous saluer. Je vous remercie pour votre attention et à très bientôt. Au revoir.